Bonjour à vous. C'est une situation un petit peu particulière que de se retrouver ici à vous parler. Je le fais à la demande de Bernard Guinard, qui a été très bienveillant à mon égard et qui m'a assuré, ce dont je ne suis pas certain, que je ne serai pas ridicule. Donc je le fais. Je le fais avec grand désappointement de ne pas pouvoir être des vôtres. J'aurais beaucoup aimé évidemment être avec vous et vous accueillir d'une certaine manière en Bretagne, vous accueillir à Amzer-Névé, ce haut lieu de nos cultures populaires, vous accueillir à l'Hydrophone que nous venons d'inaugurer il y a peu de temps dans un très haut lieu du patrimoine. C'est un lieu que vous allez découvrir, qui est lié aux grandes tragédies de l'Europe et qui, demain, accueillera, je l'espère, des musiques de toute cette Europe et du monde. Un lieu qui a été un symbole des murs que vous entendez dénoncer durant ces journées et qui devient aujourd'hui, par la musique, un symbole des ponts et des passerelles qu'érigent les artistes, les passeurs et tous ceux qui les accompagnent. En guise de propos d'accueil, d'une certaine manière, je voudrais vous dire trois convictions sur des sujets qui ont pour moi une importance capitale. La première conviction, elle tient à l'analyse de ce monde qui vient. Ce monde qui vient, qui, pour reprendre votre expression, est faite de murs. Pourquoi tant de murs? Pourquoi tant de crispations? Nous sommes dans la mondialisation et la globalisation entraînés dans un flux de réseaux, des réseaux immatériels, un flux où la relation se pose d'une manière sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et il est essentiel de s'interroger à ce que représentent nos territoires et nos territoires de singularité dans ce monde-là. Une grosse étude qui avait été menée par de très nombreux instituts de recherche il y a quelques années sur l'identité des Français. 8000 personnes avaient été interrogées longuement, durablement. Quelle est votre identité? Qui êtes-vous? Cette longue étude avait montré que 3 éléments étaient mis en avant pour se qualifier soi-même, pour exprimer qui l'on est. Le premier grand ensemble est lié à la famille. Je viens de tel milieu, ma famille est, etc., etc. Le deuxième grand ensemble, c'est les métiers. J'ai eu telle formation, j'ai exercé tel métier, je fais tel boulot ici ou là. Et le troisième ensemble est lié à la notion de territoire. Je viens de tel endroit, je vis dans tel endroit, je suis breton, je suis corse, je suis d'Avignon, je suis de n'importe où, je suis de quelque part. Et ce quelque part nous construit. Et cette énorme étude qui avait été menée auprès de 8000 Français était la traduction concrète d'une expression toute simple et toute géniale de Pierre-Jacques-Elias qui disait que nous sommes des habitants habités. Nous sommes des habitants habités par un territoire que nous construisons et qui nous construit. Il y a une relation permanente entre l'homme et les territoires dans lesquels il vit. Et c'est le cœur du sujet. Parce que ces territoires, dans la mondialisation, sont aussi entraînés dans une grande banalisation. Les flux et les réseaux sont aussi porteurs d'une culture mondialisée. On pourrait la qualifier de musique d'ascenseur, de culture chewing-gum, de cette culture banalisée portée par les plus grands médias et par les forces de l'argent, il faut le dire, parce que c'est comme ça. Et les territoires résistent. On le voit un peu partout dans le monde. Tant de crispations sont liées à cette zone de frottement entre une territorialisation et les flux de la mondialisation. Alors on veut préserver le territoire. Et pour préserver le territoire, très souvent on le ferme. Mais il n'y a pas de fatalité à la fermeture. Il n'y a pas de fatalité au nationalisme. Il n'y a pas de fatalité aux petites autarcies. Il y a aussi, un peu partout dans le monde, des forces qui sont à l'œuvre et qui nous parlent de la relation. Et c'est la base de la philosophie que j'ai tenté de mettre en place
dans le cadre des politiques régionales, la philosophie de la relation, en s'inspirant d'Édouard Glissant. C'est la notion d'archipel. Un archipel, c'est une somme d'îles. Chaque île a sa singularité. Mais ce qui fait sens, c'est la mer qui les lie, c'est la relation entre elles. Si je suis moi, je peux enrichir quelqu'un qui sera autre. Et le fait d'être autre lui permettra de m'enrichir à son tour. C'est la réponse à la banalisation des flux, des réseaux, de l'immatériel. C'est la territorialisation ouverte aux autres. Et c'est une dialectique extrêmement complexe. La territorialisation ouverte aux autres et aux contemporains. Une des plus grandes fiertés que je peux avoir, comme tant et tant de milliers et de milliers de Bretons, c'est que nos formes de culture populaire, qui sont enracinées, qui viennent de loin, même si elles ont toujours et heureusement accueilli les ailleurs, elles sont aujourd'hui dans une grande vitalité et elles sont en dialogue constant avec les ailleurs et avec le contemporain. Et ça, cette alchimie-là, c'est une grande richesse. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Nous devons être plus grands que nous, pour reprendre l'expression de Michel Lebrise, individuellement et collectivement, pour s'imposer à ces forces de l'argent et à ces forces de la fermeture, à ces forces des murs. La mondialisation, la globalisation, elle est là. Et elle sera richesse dès lors que nous serons nous-mêmes. Pour ce faire, il faut que nos cultures populaires, nos musiques et nos danses continuent, comme elles le font aujourd'hui, à vivre au XXIe siècle. Et j'ai espoir en la jeunesse de ce pays, j'ai espoir en la jeunesse de la Bretagne, qui porte ces musiques populaires, ces musiques dites traditionnelles parfois, et qui les porte à incandescence, avec une grande exigence, qui les porte dans le monde de demain. C'est la première chose que je voulais vous dire. Ça ne va pas de soi, ça nécessite une mobilisation et vous êtes des acteurs qui vous mobilisez au nom de cette philosophie de la relation. La deuxième chose que je veux vous dire, et je crois que là aussi c'est un combat à mener, c'est que les évolutions récentes, c'est sur les 10, les 20 dernières années, et je pense que cela se prolongera dans le futur, invalident l'organisation d'un certain nombre de politiques culturelles, les invalident dans leur organisation même. Et je veux m'expliquer un petit peu. Les politiques culturelles se sont considérablement développées grâce à l'État tout d'abord, Malraux, Lang, grâce ensuite aux collectivités territoriales, les villes dans les années 70, puis les départements et les régions. Mais l'État avait donné le là, si je puis dire. Et l'État a organisé une somme de mise en œuvre à travers des labellisations, à travers des expertises qui ont créé des grilles, qui ont créé des entre-soi. Je le dis comme je le pense. Ces grilles et ces entre-soi qui peuvent être invalidés par les pratiques d'aujourd'hui et j'espère de demain. Pourquoi ? Parce que justement, la relation aujourd'hui est à l'œuvre, plus que jamais, entre les différentes disciplines, entre les différents regards. Je prends un exemple très concret que je vois là se développer sous nos yeux en Bretagne. Parlons des musiques populaires, parlons des danses populaires. Les musiques et les danses aujourd'hui acquièrent un niveau d'exigence, de compétence et de virtuosité vraisemblablement sans précédent dans notre histoire. Un très très haut niveau. Ces musiques et ces danses, très souvent, pas exclusivement, mais très souvent, sont portées par des amateurs. Les bagadous sont portés par des amateurs. Nos cercles celtiques sont portés par des amateurs. Des amateurs qui ont beaucoup de difficultés à rentrer dans les scènes labellisées par l'État. Je pense qu'il y a là un vrai problème et que la relation doit être organisée aussi. Il y a là aussi des murs qui sont à abattre et des expertises qui, à mon avis, ne sont plus aussi opérantes aujourd'hui qu'elles l'étaient jadis. Pourquoi ? L'expertise se nourrit bien davantage du passé que des mondes qui viennent. On le voit dans tous les domaines. Les experts politiques et les experts économiques abreuvent nos écrans.
Mais si je veux comprendre le monde qui vient, je préfère écouter les poètes, je préfère écouter Ken Loach, je préfère écouter des artistes, plus que ces experts que l'on voit chaque soir sur nos chaînes de télévision, qui, nourris par des statistiques du passé, ne sont pas toujours les plus pertinents pour entrevoir les lueurs de demain. Je crois qu'en matière de politique culturelle, il en est de même. Les expertises basées sur les analyses du passé ne sont pas toujours les plus pertinentes pour analyser les métissages à l'œuvre, les métissages de demain, les relations de demain, pour abattre les entre-soi, pour abattre les murs que parfois nous avons créés nous-mêmes. Et moi j'en appelle au ministère de la Culture pour qu'il s'interroge sur ses propres pratiques. J'espère que l'avenir des politiques culturelles se construira demain en écoutant davantage peut-être les collectivités territoriales que par le passé. Le ministère de la Culture, nous lui devons beaucoup et je suis très respectueux pour le travail qui a été mené. Mais je crois qu'aujourd'hui, vu l'état de notre société d'une part, et vu d'autre part tout ce que je vois se lever comme métissage, relations, fécondations diverses et variées, entre la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, entre les amateurs et les professionnels, je pense qu'il y a des interrogations à se poser d'urgence. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que toute la Bretagne, je crois, du moins ses institutions pour le moment, s'est engagée autour de la notion de droit culturel. Nous travaillons sur cette question avec l'État et avec nos amis de la DRAC. Nous travaillons sur ces questions avec les métropoles, avec les départements, avec les villes. Et j'ai grand espoir qu'un mouvement véritablement se déclenche, ici comme ailleurs, autour de cette question fondamentale qui touche au regard même que nous portons sur les pratiques culturelles. Comment passer d'une logique, d'un logiciel, faire pour des publics, à un autre logiciel, faire avec des personnes. Ça paraît simple de dire ça, faire avec des personnes. Mais c'est tout à fait fondamental, parce que ça veut dire que chacun peut être porteur de quelque chose et peut participer activement à la définition d'un projet culturel plus grand que lui, plus vaste que lui, pour reprendre cette expression, mais qui participe de nos émancipations individuelles et collectives. On entend beaucoup trop souvent « c'est pas pour moi ». C'est pas pour moi. La danse contemporaine, c'est pas pour moi. Le théâtre, c'est pas pour moi. À chaque fois que j'entends ça, c'est une véritable blessure. C'est une blessure parce que cela vient percuter l'idéal républicain, l'idéal démocratique, cet idéal qui avait été porté par Victor Hugo, par Condorcet avant lui, par Jean Zay, par le Front populaire et par tous ceux qui ont tenté de bâtir des politiques culturelles. Pour arriver à intégrer les droits culturels dans l'ensemble de nos pratiques, c'est un long chemin. C'est un chemin sur nous-mêmes d'abord. Nous ne sommes pas des sachants et nous ne sommes pas face à des publics. Nous sommes des citoyens, nous sommes des personnes avec des qualités et des défauts, des savoirs et des ignorances, comme tout le monde. Le grand enjeu, c'est d'engager un mouvement collectif pour que nous n'entendions plus. C'est une utopie, je le sais que c'est une utopie, mais si on n'affronte pas ce combat les yeux dans les yeux, nous ne serons pas à la hauteur de nos responsabilités. Cette utopie s'appelle droit culturel, s'appelle émancipation. C'est à la base de ce que nous voulons faire, c'est à la base de ce que nous devons être. Et c'est avec des gens comme vous que nous pourrons y réussir, parce que l'ensemble des acteurs, des musiques populaires, des danses populaires, tous ceux qui ont un regard sur les territoires, ont plus que d'autres, peut-être, un appétit pour les gens de peu, pour les gens du peuple, pour les gens de rien, pour ce rien essentiel qui construit les singularités. On est dans un monde qui est terrible, ce monde de la futilité. Je suis dans un monde, le monde politique, qui est terrible, un monde de la futilité, où les petites phrases, les tweets s'affrontent sans fin
sur les flux de l'immatériel. Il y a un grand poète qui s'appelait René Char qui avait dit au soir de sa vie, lui qui avait été un grand résistant et qui justement savait le poids de la nuit, il a dit « L'ignorance menace aujourd'hui l'essentiel et pire, la futilité menace aujourd'hui l'essentiel. J'appartiens à un monde qui a besoin de se soigner, c'est le monde politique. Vous appartenez à un monde où je crois l'essentiel reste au cœur des pratiques. Aidons-nous mutuellement pour que les droits culturels, pour que l'émancipation, pour que l'émerveillement et pour que le respect des personnes, de manière pleine et entière, soit au cœur de l'ensemble de nos projets collectifs. Je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que je crois dans la force des territoires. Je crois à la richesse de la diversité. Je crois à la nécessité de l'émancipation individuelle et collective. Je crois à ces trois combats-là. Ces combats, personne ne peut avoir la prétention de les mener seul. Il faut les mener ensemble. Et il faut saluer les lucioles qui éclairent le chemin. Vous en êtes. Et parmi vous tous et toutes qui êtes là, il y en a une que je veux saluer avec amitié et affection, un certain Bernard Guinard, parce que je crois qu'il approche de ces dernières grandes réunions, de ces derniers grands colloques. Nous lui devons beaucoup et je veux conclure en le remerciant. Merci à vous et bonne journée.